Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Bienvenue sur la dominicale de vérité Franc-parler. Les rideaux sont bien tombés sur le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones AIMF. Du 11 au 14 octobre 2023, la ville de Cotonou a accueilli des maires et représentants des capitales et métropoles de 54 pays qui ont en partage la langue française. Objectif atteint pour le maire Luc Setonji Atropo, qui a tout sacrifié pour la réussite de ces assises de Cotonou. Occasion pour les autorités à divers niveaux de réaffirmer, entre autres, l'importance des villes dans la préservation de la paix et le développement. Pour faire le bilan général et analyser les grandes recommandations des 4 jours de travaux, nous recevons ce dimanche 2 invités. À ma droite, monsieur le maire Komlan Fagbemon. Vous êtes le maire de Banté. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation sur ce plateau. C'est moi. À ma gauche, j'ai monsieur Stanislas Ronkanri. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Vous êtes le directeur de plaidoyer à l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin. Merci de partager également ce plateau avec nous ce dimanche. Bonjour. À la mise en onde de cette émission, Blaise Sakla, à la prise de vue, Job Chipé, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 pour permettre donc aux auditeurs d'intervenir au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Je démarre l'émission avec vous, monsieur Komlan Fagbemon. À l'entame, je voudrais bien savoir comment se porte la commune de Banté. Bonjour aux auditeurs de Radio Cotonou. La commune de Banté se porte très bien. Banté, c'est une population essentiellement agricole, avec des jeunes qui sont dans des activités génératrices de revenus, pour la plupart dans l'informel. Et donc, chacun vague à ses occupations. Actuellement, ceux qui sont dans les exploitations, ceux qui sont dans l'agriculture sont dans l'exploitation. Et c'est à l'actif de toutes les forces vives de la commune de Banté, de tous ceux qui dirigent le pays actuellement. Est-ce que les citoyens de Banté contribuent véritablement au développement de la cité? Oui, ça peut aller. Ça peut aller. Oui. C'est votre première expérience en tant que maire? Oui, c'est ma première expérience. Une expérience enrichissante ou vous avez des difficultés à manœuvrer? Une expérience très enrichissante, mais empreinte de quelques difficultés. C'est inhérent à toute action humaine et surtout gouverner, gérer les hommes, ce n'est pas aussi facile. Mais c'est un exercice quand même assez passionnant et nous y sommes. D'accord. Alors, est-ce que la commune de Banté est membre de l'AIMF? Oui, la commune de Banté, tout comme les autres communes du département des collines, réunies au sein du groupement intercommunal des collines que j'ai le privilège de présider. D'accord. Toutes ces communes, disais, donc, sont membres de l'AIMF. D'accord. Et c'est ce qui a valu notre participation à cette assemblée générale. C'est une première participation pour vous au congrès de l'AIMF? Oui, pour ce qui concerne le congrès général comme ce que nous venons de vivre, c'est une première participation. Les activités de l'AIMF, je pense que j'ai déjà eu à participer au moins à une activité qui a mobilisé les maires, les présidents d'intercommunalité, je crois à Yaoundé au Cameroun, sur la problématique de l'emploi des jeunes. Je pense que c'était une expérience formidable qui nous a permis d'échanger avec nos pairs de l'AIMF sur comment régler les problèmes de l'emploi, du chômage qui sont inhérents aujourd'hui à toutes les communes, à tous les pays. D'accord. Voilà. Alors, quand vous aviez reçu votre invitation pour participer au 43e congrès de l'AIMF à Cotonou, quel était votre état d'âme? Le président de l'ANCB, avec la dynamique qu'il est en train d'insuffler
au niveau donc de la promotion, surtout de la coopération décentralisée. Je me disais, c'est une expérience, c'est une occasion pour moi de pouvoir échanger avec mes collègues des pays francophones pour essayer de tisser de nouvelles coopérations, avoir de nouveaux canaux d'adresse pour essayer de décrocher quelques partenariats. Également partager avec les autres collègues nos différentes expériences pour voir comment on mutualise nos efforts, on mutualise nos énergies, nos réflexions pour aborder les différentes questions liées donc à la promotion de la paix et du développement dans nos différentes localités. Également, puisque le thème principal était connu d'avance, c'est la question de la promotion de l'industrie culturelle, gage de développement local. Donc je pense que je suis venu avec beaucoup d'attentes. Oui. Et à l'arrivée, je pense que on peut... Vos attentes ont été comblées, c'est ça? Oui, très bien. À quelle hauteur? Si on doit parler en termes de pourcentage? Déjà à 80%. 80%. Vous avez eu satisfaction? Ah oui, et tout le mérite. Nous donnons tout ce mérite-là à l'ensemble des maires, notamment à notre président, le président Luc Septon-Diatrokbo, et à toute son équipe. D'accord. Nous leur disons merci pour cette opportunité. Pour nous avoir fait rêver, pour nous avoir donné l'occasion d'échanger. Vous avez pu avoir des contacts avec des maires étrangers? Beaucoup de contacts. Okay. Avec des actions en perspective. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous. Vous venez donc de planter le décor comme cela se doit. Je retrouvais à présent M. Stanislas Onkanli. Oui, vous êtes directeur du plaidoyer à l'ANCB. Je sais que vous aviez participé activement à l'organisation donc de ce grand rassemblement des maires francophones. Alors, quel était pour vous l'enjeu, personnellement, en tant qu'acteur au niveau de la décentralisation, quel était l'enjeu pour vous? Avant tout propos, vous me permettrez de remercier sincèrement les autorités de la ville de Cotonou pour avoir implanté cet important outil de communication dans la ville, parce que une radio communautaire représente un support important pour le développement. Merci. Et lorsque Cotonou a la chance d'avoir des grands noms de la presse comme vous, je crois qu'elle doit se réjouir et vraiment espérer que la participation attendue des populations puisse être au rendez-vous. Merci. Ceci étant, je voudrais commencer par dire ceci, we did it. Nous l'avons fait, Cotonou l'a fait, et c'était pas évident. Vous parliez tout à l'heure d'enjeux. Lorsqu'on sait la portée d'un événement international comme le congrès de l'Association internationale des maires francophones, on pouvait se faire un peu de la bile lorsqu'on s'appelle le Bénin, qui franchement n'avait pas cette habitude d'abriter de très grandes rencontres. Je crois qu'on l'a fait maintenant. Et puis, ce pas inaugural que nous avons posé va appeler beaucoup d'autres rencontres. Déjà, l'année prochaine, il y aura le congrès annuel de l'Association internationale des régions francophones. Donc, Cotonou est sur orbite. Cotonou polarise toutes les attentions. On était, disons, un peu partagés dans nos sentiments avant le démarrage des travaux de ce congrès. Parce qu'on se disait, est-ce qu'on va y arriver? On a vu faire dans les autres pays. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs congrès de l'IMF. J'étais il y a 2 ans à Kigali et j'ai vu, disons, la portée, l'envergure de cette opération-là. Il paraît que c'était une réussite. Une grande réussite. Abidjan dans une moindre mesure, mais on se disait, est-ce qu'on allait vraiment tenir le pari? On a réussi. Et on l'a réussi parce que toutes les parties prenantes étaient engagées. À commencer par les autorités nationales. Le gouvernement était fortement impliqué dans les préparatifs. D'abord, tout a commencé par, disons, une communication au Conseil des ministres. Et cela illustre vraiment le portage politique au plus haut niveau. Ensuite, le chef de l'État a dépêché auprès du comité préparatoire un certain nombre de ministres qui nous apportaient leur savoir-faire, puis les conseils
Il y en a un qui était très regardant sur les détails, ayant eu la chance d'occuper par le passé des portefeuilles en lien avec l'organisation des rencontres internationales. Donc, il nous prodiguait beaucoup de conseils et puis il revenait voir si effectivement les orientations données étaient prises en compte. Donc, on avait cette peur au ventre, mais aussi une confiance qui se justifiait par l'engagement de tous les acteurs. Le maire de Cotonou ne dormait pas. Il veillait au grain, à des heures indues, il peut mobiliser l'équipe pour dire où est-ce qu'on en est, il ne faut pas qu'on échoue, j'ai une grande responsabilité. Et au-delà de la ville de Cotonou, parce que c'est la ville de Cotonou, il faut clarifier cela, qui a organisé cette rencontre. Au-delà de Cotonou, je crois que toutes les communes du Bénin étaient engagées, étaient préoccupées par la réussite de cet événement, et on l'a fait. On l'a fait vraiment. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été concrètement fait en 4 jours? Très bien. Avant de dire exactement tout ce qu'on a vécu pendant les 4 jours, je voudrais donner quelques chiffres, des chiffres très importants. Je voudrais commencer par dire que nous avons reçu plutôt 500 délégués, 500 participants à ce congrès. On en attendait un peu plus de 350. C'est-à-dire qu'au-delà des pays et des villes membres de l'AIMF, nous avons eu une très forte participation béninoise. Les 77 communes du Bénin étaient invitées. Donc le maire Setonji Atrobo a tout mis en œuvre pour que une délégation spéciale soit accordée au Bénin, parce que généralement les congrès de l'AIMF c'est 350 personnes, pas plus. Et le staff dirigeant de l'AIMF est très rigoureux là-dessus. Et pourtant, on a eu cette délégation-là. Donc on a eu plus de 500 participants, des experts, des organisations non gouvernementales, des partenaires techniques et financiers, et donc toutes les parties prenantes du développement des villes. Ensuite, nous avons 200 maires. Ça, c'est très important. 200 maires venus d'une quarantaine de pays. Et nous avons 5 villes béninoises qui ont abrité les activités de ce congrès. Il est vrai, les activités intellectuelles étaient concentrées à Cotonou, donc au Palais des Congrès, mais il y a eu des side events, des événements parallèles qui ont été menés dans plusieurs villes. Nous avons Abomey par exemple, sans savoir quelque chose déjà, le patrimoine culturel, historique d'Abomey. Il y avait un fort engouement de la part des participants pour aller voir, disons, pour aller constater de visu le Bénin qu'ils ont toujours eu dans leur tête, dont ils ont entendu parler. Il y a eu également Ouida, qui était l'autre centre d'attraction pour les participants. Ganvié aussi, je crois le maire de Banté a eu l'occasion de voir le marché flottant de Ganvié. C'était très intéressant. C'est notre Venise à nous, ici au Bénin et en Afrique. Il y a eu également Porto Novo. Il y a eu le centre Songaï, qui est très engagé sur l'économie séculaire avec les innovations expérimentées dans le domaine agricole. Les gens avaient envie de voir cela. Et il y a eu Cotonou, naturellement. Au-delà du congrès, il y a eu des sites touristiques et culturels à Cotonou que les gens ont eu à visiter. Voilà à peu près ce qu'on peut dire des chiffres. D'accord. Maintenant, pour aller dans le vif du sujet, oui. Le congrès de l'AIMF, c'est plutôt plusieurs activités en une. Tout à fait. Quand on parle du congrès, les gens pensent généralement à l'Assemblée générale, qui prend uniquement en compte les activités statutaires, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec n'est-ce pas, la gestion institutionnelle de l'association, le plan de travail, les grandes réalisations, et puis le budget de l'année qui suit. Donc, généralement, c'est ça l'Assemblée générale. Mais au-delà de l'AG, il y a eu une table ronde qui a lancé les travaux. Il y a eu ensuite un colloque très important qui a embrassé plusieurs dimensions de l'art, de la culture. Et je voudrais préciser que c'était le cœur du sujet. L'art et la culture, sur le plan urbain surtout. Et donc, tout à l'heure, on ira dans les détails. Tout à fait. Mais en dehors de ça, il y a eu beaucoup d'autres événements, notamment la signature de plusieurs conventions entre des villes du Bénin et des villes étrangères. Et c'est Cotonou qui s'est taillé la part de l'Union.
les gens pourraient se demander, mais est-ce que c'est pas parce que c'est Cotonou qui a abrité les travaux qu'on a eu autant de partenariats? Non. Il y a eu du travail en backup. Il y a eu beaucoup d'actions menées par le maire Lucette Tonji Atroko. Il y a des processus de négociation qui ont démarré il y a plus de 2 ans. Et donc, c'est l'aboutissement qu'on voit aujourd'hui. Et donc, voilà. Et en dehors de ça, il y a eu d'autres événements. Par exemple, Madame le maire de Paris a rencontré les femmes de Cotonou. Tout à fait. Et c'était une constellation d'actrices du développement. Il y avait des femmes politiques, il y avait des artisanes, n'est-ce pas, de Cotonou. Donc beaucoup de femmes qui contribuent à la vie socio-économique de la ville de Cotonou et du Bénin de façon générale. Donc, et pour chaque étape, notamment la table ronde, le colloque et l'Assemblée générale, il y a eu des cérémonies d'ouverture. Et donc, à chaque étape, il y a eu des autorités béninoises pour relever un peu, n'est-ce pas, le soutien politique apporté à cet événement. Et c'est surtout le jour de l'Assemblée générale que nous avons eu la plus grande représentation. Il y avait beaucoup de ministres. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui a eu l'honneur de porter la voix du gouvernement du Bénin à cette tribune-là. Donc voilà, globalement, le contenu, n'est-ce pas, du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones au Bénin, à Cotonou. Voilà. On va essayer un temps soit peu d'aller dans les détails pour parler déjà de la table ronde même qui a servi de lancement aux activités. Qu'est-ce que les citoyens peuvent retenir de cette séance? Très bien. La table ronde portait sur le dialogue. Le dialogue dans toutes ses dimensions, à tous les niveaux. Nous sommes aujourd'hui dans un monde en proie à beaucoup de crises. Des crises sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan social. Et comment on s'y prend pour, n'est-ce pas, continuer les différents chantiers de développement qui doivent permettre d'atteindre des objectifs sur le plan social, sur le plan économique et tout. Et donc le dialogue a été identifié comme levier, n'est-ce pas, de paix, de stabilité et de développement. Et plusieurs pays ont présenté leurs expériences, notamment les pays fragiles. En Afrique, par exemple, il y a la région du Sahel. Cette région est en proie à beaucoup de difficultés. Donc, les acteurs ont été invités à, n'est-ce pas, exposer leur situation. Et ensemble, on a réfléchi sur les voies et moyens. Et l'une des voies, par exemple, c'est la coopération qui doit changer de piédestal. Et on en a longuement parlé. Et à la fin, il y a eu même une déclaration des maires du Sahel qui a essayé, n'est-ce pas, de mieux présenter la situation et d'appeler les différents acteurs à contribuer à la résolution des différentes crises. Donc, c'est ce qu'on peut retenir essentiellement de cette table ronde-là. Alors, monsieur le maire, votre participation à cette table ronde et aussi le focus, on nous l'a dit, c'est sur le dialogue. Qu'est-ce que vous avez pu tirer de cette rencontre? De mon point de vue, le dialogue a été toujours la clé de facilitation de tout processus de développement. D'accord. Et donc, on a eu l'occasion, les acteurs ont eu l'occasion de nous rappeler cela. Étant aux commandes au niveau communal, on nous a rappelé que les problèmes, qu'ils soient au niveau macro, tels qu'ils se posent au niveau macro, devaient nous quand même inspirer à plus d'implication des acteurs à la base. Lorsqu'il y a une situation de crise, qu'elle soit latente ou en coup de déclenchement, qu'il faut vraiment beaucoup miser sur l'implication des uns et des autres, assurer la promotion d'un développement inclusif, c'est-à-dire la consultation des acteurs, beaucoup de concessions là où il faut, la promotion du pardon. Donc il y a beaucoup quand même de communication, et quand on fait le résumé, c'est qu'il faut, en tant qu'acteur de développement local, il faut véritablement donner la main aux autres, tendre la main aux autres
pour essayer donc de regarder dans la même direction. Partager surtout la vision de développement que vous avez, les outils de planification, il faut essayer de les faire ensemble pour que véritablement les populations également puissent se retrouver, surtout les leaders d'opinion, puissent se retrouver dans l'action de développement, qu'elle soit déjà planifiée ou en cours d'exécution. D'accord. Alors, la notion de dialogue pour vous à Banté, qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est bien, vous avez entendu des choses. Oui. Mais est-ce que avant vous pratiquez le dialogue dans votre gouvernance? Et monsieur le journaliste, vous pensez que si on ne fait pas le dialogue à Banté, surtout sur un terrain comme Banté, les changements que vous avez dû constater... Il y a quoi à Banté? Depuis un moment... Il y a quoi à Banté? Le dialogue a été le premier outil, en tout cas moi personnellement, depuis mon installation à la tête de la commune de Banté. Le dialogue a été le premier outil privilégié pour ma gouvernance. Et je pense que j'ai eu à écouter toutes les communications et j'ai gagné beaucoup en expérience par rapport à la pratique, par rapport à la perception que j'ai même de la notion de dialogue. Et je pars vraiment avec beaucoup de... Donc vous repartez... Vous repartez à Banté, là, à Guéry. À Guéry, voilà. D'accord. Donc, pour ma part, je pense que quand on parle de conseil communal, c'est une diversité de représentation. Et ça, on l'a également abordé. Et donc, les positions ne doivent pas être tout le temps politique, tout le temps figées sur les considérations politiques et autres, les avantages ou les intérêts des clans. Il faut essayer donc de discuter, de beaucoup parler, de faire des... Souvent au niveau des élus, c'est ce qui vous préoccupe le plus. Voilà, donc on a été... Partage du gâteau. Partage du gâteau, comment tirer tel investissement vers sa localité, et c'est toujours des positions tendancieuses. Et donc je pense que nous avons, à travers les outils que nous avons, les communications qui sont passées, on nous a donné quand même suffisamment d'éléments pour essayer de contrer les ardeurs des acteurs qui ne voient pas forcément les choses comme nous. Je pense que c'est une bonne chose. Si vous permettez, en fait, le dialogue dans toute sa diversité, comme le maire l'a dit, au-delà, n'est-ce pas, de la cohésion politique souhaitée au sein du conseil communal, il faut penser à l'implication de toutes les forces vives de la commune. Ne laisser personne de côté, ce n'est pas une incantation, il faut vraiment de l'inclusion. Et le dialogue doit être à la fois vertical et horizontal. Donc il faut dialoguer avec les entités supérieures, c'est-à-dire lorsqu'on prend par exemple la commune, il y a la préfecture, les services déconcentrés de l'État, toutes les représentations de l'État au niveau méso. Il faut les associer, il faut communiquer avec le niveau national parce qu'il y a des orientations de développement qui sont données. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui de fragilité au niveau de nos frontières et donc le niveau national qui coordonne toutes les opérations en matière de défense et de sécurité doit s'appuyer sur les collectivités territoriales décentralisées. Donc il faut vraiment le dialogue à ce niveau. Au niveau horizontal, il y a aussi la représentation de l'État au niveau de la commune. Il y a les organisations de la société civile, les partenaires au développement, donc tous les autres acteurs qui viennent en appui au développement de la commune doivent être associés. Pour ça, il y a des cadres de concertation qui sont mis en place au niveau des communes sur plusieurs thématiques, dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Et il y a un dialogue productif qui est mené parce que le conseil communal seul n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de tenir le pari du développement. Donc il faut vraiment s'attacher les services de tous ceux qui disposent des moyens, c'est bien moyens matériels et immatériels qui peuvent concourir, n'est-ce pas, à l'atteinte de ces objectifs-là. D'accord, merci beaucoup à vous. J'allais oublier à ce niveau très tôt ce que moi je prends comme élément ou champ d'application de ce que j'ai reçu ici, c'est sur la problématique de la collaboration entre agriculteurs et éleveurs, où j'ai vu qu'il est quand même important de beaucoup dialoguer avec les acteurs. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément appelés à regarder dans la même direction parce que l'éleveur, il élève son bétail pour faire son profit. Également l'agriculteur, il fait son exploitation pour gagner également son argent. Et donc chacun de son côté
est souvent braqué lorsqu'il y a situation. Donc pour éviter que la situation se produise avant qu'on commence par jouer sapeur-pompier, je pense que nous devons vraiment activer les cadres de concertation que nous avons installés dans les différents arrondissements et vraiment réunir tous les différents conseils d'arrondissement dès que je rentre. Je pense que c'est le motif pour que véritablement... Vous avez des éléments sur lesquels vous pouvez travailler. Oui, on a les cadres de concertation qui sont installés dans les arrondissements, notamment par rapport à cette thématique-là. Et la restitution doit pouvoir prendre en compte cet élément-là pour que CAP soit mis sur le dialogue pour essayer d'éviter des situations d'affrontement de ces acteurs-là. D'accord. On a eu donc à assister à beaucoup de communication et surtout sur le patrimoine culturel, le vaudou et autres. Pourquoi l'AIMF a décidé donc de concentrer les énergies sur cette thématique? Vous évoquez comme ça, sans le nommer, le deuxième temps fort de ce congrès, c'est-à-dire le colloque. Le colloque qui a embrassé tous les aspects liés à l'art et à la culture. C'est une partie de l'identité des collectivités, des pays. La culture, c'est très important et de plus en plus, on voit une manifestation un peu particulière de la culture urbaine, de l'art urbain. Cotonou en donne l'illustration. Donc tout ça a attiré l'attention de l'AIMF. Et je voudrais profiter pour dire que la plupart, pour ne pas dire l'ensemble des participants à ce congrès reconnaissent, n'est-ce pas, la transformation urbaine qu'il y a au Bénin de façon générale et à Cotonou de façon particulière. Les gens méconnaissent Cotonou et ce n'est pas exagéré de le dire. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs autorités de très grandes villes venant de très grands pays qui ont pris par ici maintenant il y a longtemps. Qui ont pris par ici il y a longtemps et qui, disons, se perdent. Lorsqu'ils descendent à l'aéroport international de Cotonou et qu'ils parcourent un certain nombre d'axes, se disent, est-ce qu'on est toujours au Bénin? Il y a un mec qui a dit, il y a quelques années, lui ne voyait qu'un début de pavage dans les rues de Cotonou. Aujourd'hui, c'est des axes agréables à circuler. Moi, par exemple... Des voies bitumées. Voilà. Je réside à Boumé-Calavi, mais j'ai du plaisir à prendre le contournement de la ville qui longe la plage. Non seulement l'infrastructure est bien réalisée, mais tout autour, il y a quand même de quoi nourrir les yeux. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. Et donc, il y a aussi cette... Il y a une dame, ex-maire d'une ville, qui a dit que le maire, Luc Setondiatropo, a dévoré les ordures. Ah oui, ça, on peut le dire. Et il y en a sur les chaînes internationales de télévision. Donc, on entend que Cotonou est une ville très propre. Et là, ça nous rend fiers d'entendre, ça nous encourage à aller plus loin. Et que cela soit une réalité dans les autres villes du Bénin aussi, pourquoi pas à Banter, à Boycon et ailleurs. Et il y a également qui maquille les murs du port autonome de Cotonou. Qui donne une couleur à la ville. Exactement. Il me semble qu'en Afrique, en tout cas, on est pratiquement premier. Et si on se compare à d'autres pays occidentaux, on est quand même à un certain niveau. Donc ça fait vraiment plaisir qu'on qualifie comme ça notre pays. C'est tout ça qui a amené l'AIMF à dire, mais intéressons-nous vraiment à cette problématique, à ce sujet-là, pour que le Bénin puisse partager son expérience avec d'autres pays. Et surtout le vaudou. Le vaudou qui est un patrimoine immatériel qui rappelle le Bénin. Lorsqu'on parle du vaudou, c'est au Bénin qu'on pense. Lorsque j'étais encore dans la presse, ça me rappelle, j'étais en formation en Allemagne, et le pape Benoît XVI, dans le temps, oui, c'est lui, qui venait à Cotonou. Mais j'étais avec des ressortissants de pays anglophones, mais ils se disaient, mais le pape qui est le symbole de la chrétienté vient dans un pays où on ne pratique que le vaudou. Les gens voulaient en savoir un peu plus, mais quand on leur explique, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est pas seulement la dimension culturelle qu'il faut prendre en compte, mais c'est le côté culturel et artistique de la chose. Donc les gens entendent beaucoup parler de vaudou et l'AIMF a l'occasion de leur montrer en réalité la quintessence de cette pratique, de ce patrimoine-là. Donc voilà un peu le contenu du colloque.
Il y a eu beaucoup de communication. Oui. L'axe central, c'est le vaudou qui a été animé par le professeur Dodi Amouzou, qu'on ne le présente plus. Oui. C'est un grand nom de la sociologie africaine. Et donc, il y a eu l'opportunité, n'est-ce pas, d'édifier les gens sur ce qu'il faut savoir du vaudou. Et il ne s'est pas vraiment intéressé au côté culturel. D'ailleurs, le maître Cotonou, dans son discours introductif, l'a dit. On s'intéresse ici au côté artistique et culturel de la chose. Le côté culturel est réservé aux initiés, donc on n'a pas la tribune adaptée pour en parler. Et donc, les différentes interventions qui ont suivi ces communications-là montrent tout l'intérêt que le Bénin et l'IMF avaient à choisir ce thème-là. Et il y a eu d'autres expériences, notamment le maire de la ville de Porto Novo, qui a fait une présentation excellente sur, n'est-ce pas, les projections de la ville de Porto Novo sur le développement artistique et culturel. Et il parle de ville culturelle et créative. Donc, Cotonou, Porto Novo a un grand chantier là-dessus. Des activités spécifiques sont prévues pour les professionnels de l'art. Il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts dans ce sens-là. Il y a eu même des endroits de la ville aménagés pour abriter, n'est-ce pas, des tournages de films. Donc, ça dit qu'il faut être intelligent, n'est-ce pas, dans la conception du développement. C'est ça. Donc, je crois que le maire était là, il a pu... Peut-être qu'il a... Je voudrais d'ailleurs lui demander, est-ce qu'il comprend mieux ou est-ce qu'il perçoit mieux maintenant le vaudou, ou bien vous n'avez rien encaissé au cours du colloque? Non, mais on ne peut pas participer à un colloque sur un thème aussi important et ne rien encaisser. Hein. C'est ça. D'abord, moi, personnellement, j'étais satisfait parce que le thème choisi cadre bien avec certains ressentis que j'ai. Lorsqu'on évoque le nom, quand vous dites que vous êtes béninois, vous sortez un peu du pays, vous vous présentez, la perception que les gens ont du fait de votre origine, de béninois, c'est qu'on se dit, mais c'est un pays de vaudou. Et les gens ne comprennent pas. Des individus à forte capacité de nuisance. Voilà, c'est le sentiment que les gens ont. Oui. Mais lorsqu'ils ont fait les présentations, j'avoue que le focus a été bien sûr sur les aspects positifs de la chose et ce qu'il faut capitaliser et ce qu'il faut promouvoir. Et donc beaucoup de participants, je sais, des autres pays qui sont venus là, sont repartis également déconstruits de cette perception qu'ils ont par rapport aux Béninois en tant que descendants de Vaudou. Donc ça, c'est un aspect important qui me paraît fondamental de souligner. L'autre chose qu'il faut souligner, c'est, tel que l'a dit Stanislas, c'est l'aspect économie, l'aspect valorisant de la chose, ce qu'on peut valoriser pour promouvoir l'économie locale. C'est ça. Et c'est un aspect important parce qu'à travers les différentes communications qui ont été faites et également ce qui se fait au niveau macro, vous voyez tous les investissements qui sont faits dans ce sens au niveau de la ville de Cotonou et des grandes villes à travers les grands projets culturels qui sont dans le PAG, qui sont en cours d'implémentation. Et les projections qui sont même faites dans la salle au cours des communications, c'est du beau et ça révèle le pays. Et donc, l'exercice qu'on nous appelle à faire maintenant, c'est de regarder dans la même direction au niveau des collectivités locales, au niveau de nos localités. Et déjà, au niveau de Banté, moi j'étais en train de mijoter déjà un projet sur... un festival par exemple sur le vaudou. Sur ce qui nous caractérise à Banté, c'est que nous sommes un pays de parcs de terre. Et quand on dit parcs de terre, c'est qu'avec certaines populations, avec certaines régions, vous avez des pattes de non-agression, des pattes c'est valorisant, c'est amusant. Vous voyez par exemple un Nago qui se retrouve avec un bariba ou quelqu'un de mon collègue et autres, et il se dit mais ça c'est mon esclave, mais c'est amusant, c'est beau. Et ces jours-là, pour manifester cela, il faut rester dans une certaine posture. Et il faut, il y a des chants, il y a des danses, c'est beaucoup de choses du point de vue logistique, du point de vue
c'est-à-dire immatériels, qu'on ne peut pas, c'est des symboles au fait. Okay. Et donc, je pense que lorsque vous avez un tel patrimoine, et que vous avez la possibilité d'avoir la clé de développement en main, c'est de faire en sorte de conceptionner cela et puis de révéler cela comme on le dit. Donc, nous avons déjà un chantier dans ce sens-là. La documentation est en cours de réalisation. Nous allons très tôt appeler l'attention du conseil communal pour que très rapidement je puisse vous inviter à Banterre pour le festival de Pays de Pâtes de Terre, avec tout ce que cela comporte. Il y a de bonnes choses là-bas. Beaucoup de choses. Léon Pelé aussi sera au rendez-vous. D'accord, j'ai bien compris. Et donc, pour poursuivre cette émission avec vous, M. Ronkani, alors dites-nous concrètement ce qui a été fait sur le vaudou, par exemple. Comment vous comptez capitaliser ça? Les discussions menées au cours du congrès nous amènent à espérer que le Bénin connaisse un gain touristique. Parce que les gens avaient une autre appréhension du vaudou. Et avec les communications qu'ils ont suivies, c'est sûr que ça refait un peu leur perception de la chose et qu'ils sont prêts à revenir. Le maire l'a dit tout à l'heure. Ils seront ambassadeurs en même temps. Ils seront ambassadeurs. Et le maire l'a dit, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts dans le cadre de la promotion de nos valeurs culturelles de façon générale. À Boumé, par exemple, il y a ce musée des épopées, à Porto Novo. Il y a un musée même dédié au vaudou, je crois. Et donc, tout ça renforce un peu, n'est-ce pas, même si ce n'est pas une activité portée par des villes, mais c'est des initiatives nationales. Ça amène, n'est-ce pas, les autres pays à venir. J'ai suivi sur une chaîne internationale la dernière fois que, après la parenthèse Covid, que certains pays sont en train de renforcer un peu leur économie touristique. Le Togo a eu en 2022, je crois, 1 million de touristes. Le Bénin doit rêver dans ce sens. Et avec tous ces chantiers-là, dès qu'ils vont aboutir ces chantiers, je crois que on va connaître un regain touristique. C'est ça. Et c'est le plus important pour nous, parce que il ne sert à rien d'abriter une rencontre internationale s'il n'y a pas d'après. S'il n'y a pas d'après. On a vécu de bons moments de brassage. Il y a eu beaucoup de partenariats de signés. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que tout le pays gagne de façon générale? Et je crois que du côté touristique, le vaudou va ramener les gens dans notre pays, surtout qu'ils ont du plaisir. Avec toute l'organisation qu'il y a eu, déjà à partir de l'aéroport, il y a eu une organisation sociale. Ce n'est pas l'ambiance qu'on voit tous les jours. En attendant de faire les formalités, je crois que tous nos hôtes ont été, n'est-ce pas, positionnés à des endroits où il y avait quelques quelques conforts mis en place, de quoi amuser un peu la bouche en attendant que les procédures, les formalités n'aboutissent. Et puis à leur hôtel aussi, dans les chambres, il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place pour le confort de leur séjour, les moyens de déplacement mis à leur disposition, le confort qu'il y a dedans, l'accueil qu'il y a eu au niveau du site du congrès et tout. Voilà, tout ça là constitue la place de l'Amazon, un package de marketing qui montre que le Bénin a le savoir-faire qu'il faut pour bien accueillir les gens et qu'il faut revenir dans ce pays-là. Donc c'est le pays qui va gagner. C'est ça. On va donc faire un peu le point des accords qui ont été signés avant de permettre aux auditeurs d'intervenir. On y va avec vous. Très bien. Il y a eu... c'est l'un des congrès où nous avons un très grand nombre d'accords de partenariat de signés. Et quand on parle de coopération, ça m'amène à parler rapidement de la diplomatie des villes, qui a été un point central des discussions également. On a constaté que pendant plusieurs décennies, les pays ont expérimenté des accords bilatéraux et multilatéraux. Bilatéraux avec... généralement les puissances du monde occidental, multilatéraux avec les institutions de Bretton Woods, l'Union européenne, etc., etc. On a constaté que ces accords ont eu des résultats assez faibles et qui n'ont pas permis, n'est-ce pas, de prendre en compte les vraies attentes des populations à la base, qui sont les destinataires finaux des actions de développement. Et donc, il faut changer de paradigme.
Et la rencontre de Cotonou s'est donné ce postulat-là, dit comment on réorganise un peu les choses pour que la diplomatie soit portée directement par la ville. Surtout que au niveau, entre plusieurs États, il y a des crises. Il faut appeler un chat un chat. Entre le Mali et la France, ce n'est pas le parfait amour. Entre le Burkina et la France, la situation, vous en savez quelque chose. Et donc, elle s'est dit que parce que au sommet de l'État, ça va très mal, qu'il faut que à la base aussi, on n'arrive pas à se parler. Et donc, il faut permettre aux villes, et l'IMF s'est donné, n'est-ce pas, cet engagement-là. En fait, pour aller simple, entre l'État français et l'État burkinabé, par exemple, ça ne va pas. Ça ne va pas. S'il y avait un accord entre la ville de Ouagadougou et la ville de Paris, on doit faire en sorte que ça soit préservé. Voilà, et non pas, exactement. Et non pas pétanquer parce que, bon, au sommet, on ne s'entend pas. Voilà, donc c'est ce qui a été dit. Oui. Et je crois que l'IMF, qui a vraiment une bonne cote au plan international, qui a la facilité de décrocher les financements, va accompagner tout ce mouvement-là. Maintenant, venons-en aux accords. Cotonou seul a signé 4 accords. On devait en avoir un 5e avec la ville de Libreville, je crois. Mais les choses ne sont pas allées au rythme... Même des accords sud-sud. Oui, bien sûr. Les choses ne sont pas allées au rythme souhaité, si bien que cet accord n'a pas pu passer en conseil municipal, alors que c'est un passage obligatoire. Et donc, sinon, ça va venir après. Pour l'instant, on a Dakar, on a Douala, donc la coopération sud-sud, et le maire de Cotonou est très attaché à cette forme de coopération. C'est vrai qu'il faut aller vers les villes de l'hémisphère nord, parce qu'il y a des savoir-faire qui sont développés à ce niveau-là, et ces gens-là sont plus avancés que nous. Donc on peut se mettre en relation avec eux pour tirer le meilleur profit de leurs expériences. Mais aussi, dans la sous-région et en Afrique de façon générale, il y a de bonnes pratiques qu'il faut partager sur le plan... Il y a des modèles. Il y a des modèles. Même sur le plan de la maîtrise d'ouvrage communal, parce qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont dévolues aux communes. Et donc, il faut en avoir vraiment l'expertise, n'est-ce pas, les compétences pour le faire. Donc, si Dakar a des savoir-faire dans le domaine de l'assainissement, par exemple, pourquoi pas Cotonou, qui a, n'est-ce pas, des défis dans ce domaine-là, pourquoi Cotonou ne peut pas se mettre en relation? Et c'est effectivement ce qui fonde un peu ces partenariats-là. La même chose avec Douala, qui est la ville phare du Cameroun, la capitale économique, qui a beaucoup de traits et de caractéristiques en commun. Douala, capitale économique, Cotonou, capitale économique, Douala, ville portuaire, ville du littoral, Cotonou également. Donc, avec des défis, par exemple, dans le domaine du transport. Exactement. Donc, ils se mettent ensemble, n'est-ce pas, pour mutualiser leur savoir-faire et également se mettre sur des projets communs pour aller chercher des financements plus importants. Ça, c'est fondamental. En dehors de la coopération sud, il y a aussi la ville de Ali Sabié à Djibouti. Djibouti, ce tout petit pays, mais qui est très dynamique, célèbre sur un autre plan, que je ne voudrais pas forcément dire. Il y a beaucoup de bases militaires là-bas. Donc ça, c'est une parenthèse. C'est ça. Et donc, Djibouti s'est mise en relation avec le Bénin à travers 2 accords. Il y a un accord avec la commune de Kwandi, dans la Takura, et Ali Sabié, qui est une ville djiboutienne. Et au cœur de cet accord, vraiment, la mutualisation des connaissances, l'échange de bonnes pratiques et autres. Et il y a l'Association nationale des communes du Bénin qui a fait un partenariat avec l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Tout ça, c'est coopération sud-sud. Venons-en maintenant à ces partenariats qui concernent, n'est-ce pas, les pays occidentaux, les villes occidentales. Il y a notamment 2 villes françaises, 2 villes très importantes, et à plusieurs titres. Quand on parle de Paris, c'est vaste. C'est un autre niveau. Paris doit être, je ne sais pas si elle a été déclassée, mais doit être première ou deuxième, n'est-ce pas, économie touristique au monde. C'est-à-dire la ville qui accueille le plus grand nombre de touristes. Peut-être après New York, je ne sais pas. Et donc, Paris, c'est quand même un exemple de mixage
culturel, plusieurs races, plusieurs ethnies, plusieurs nationalités et tout. Et donc, Paris, c'est un grand réseau. Paris est en partenariat avec de grandes fondations, Bill and Melinda Gates par exemple. Et donc, c'est une passerelle pour aller vers les financements les plus importants. Donc, Cotonou a compris cela en se mettant en relation avec Paris. On va demander aux auditeurs de nous donner encore 5 minutes, là, le temps de pouvoir les prendre pour finir sur les partenariats. Il y a Marseille. Oui. Il y a Marseille qui... une belle ville aussi. Oui, ce que j'appelle le pont socio-culturel entre la France et l'Afrique. Parce que Marseille, c'est un melting pot avec une forte concentration de population, de ressortissants de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne. Et donc, les réalités de Marseille, même si c'est une partie du monde occidental, ressemblent beaucoup à nos réalités. C'est une réalité africaine. Et l'adjointe au maire l'a dit. Qu'elle se sent, disons, chez elle, en Afrique et particulièrement au Bénin, parce que les réalités sont les mêmes. Je voudrais revenir rapidement sur le partenariat avec Paris, qui comporte un certain nombre d'axes que je juge très importants. Par exemple, la végétalisation, n'est-ce pas, des villes. Là, on est allé au-delà du verdissement. Parce que le verdissement, ça peut vouloir, disons, dire... moins d'ambition. C'est-à-dire, végétalisation, c'est que comment on intègre, n'est-ce pas, les ressources naturelles au cœur des villes. Moi, j'ai eu la chance de voir beaucoup de forêts urbaines dans des villes occidentales et c'est magnifique. À Berlin, par exemple, vous voyez beaucoup de forêts qui sont un peu comme des bouches d'oxygénation de la jungle urbaine. Et donc, imaginez à Cotonou que dans le cadre de cette végétalisation, qu'on pense à la création des parcs, des forêts. Là, vous voyez, ça pour respirer l'air pur, pour mieux respirer, mais aussi faire des exercices physiques, exactement, la marche et exactement. Parce que la colonne interminable de véhicules et de motos, disons, à laquelle on est confronté tous les jours à Cotonou, c'est pas très agréable non plus. Tout à fait. Et donc, si le conseil municipal de Cotonou peut simplement se consacrer à ce chantier dans le cadre de ce partenariat, imaginez un peu ce que ça peut avoir comme incidence sur la qualité de vie ici à Cotonou. Donc voilà ce qu'on peut retenir globalement des différentes conventions qui ont été signées. D'accord. Et Bante a eu quoi? Vous avez pu signer quelque chose ou bien c'est en téléchargement? Oui, Bante, je pense que par rapport au projet dont je viens d'évoquer, nous avons échangé avec deux villes dans le cadre de la coopération sud-sud. C'est ça. Et également, puisque nous sommes dans une fêtière, souvent, généralement, les accords de coopération, au niveau de l'ANCB, nous avons une certaine discipline. Et donc, c'est à l'interne qu'après avoir fait le point, on va en discussion avec le président et le bureau. On a fait par rapport aux potentialités telles communes, quelle coopération. Donc, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats, de carnets d'adresses également. Et donc, les discussions vont continuer avec les techniciens que nous avons mis sur la coopération. Et dès que les dossiers seront prêts, nous allons passer donc à la signature. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et nous allons donc dire aux auditeurs qu'à présent, ils peuvent nous appeler en composant les numéros 40 11 17 18 s'ils sont pour les femmes, j'allais dire, et le 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez donc commencer à nous joindre sur Radio Cotonou pour donner votre avis sur le sujet qui est en cours. On parle du 43e congrès de l'AIMF à Cotonou. On est en train de faire le bilan général et l'analyse des grandes recommandations. Bonjour auditeur en ligne. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Oui. Paul Chodaton depuis le stade du feu général Mathieu Guéréco. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Mais la question que nous entendons, peut-être ça vous a échappé, mais nous allons poser à l'excellence qui est sur le plateau. La décentralisation dont nous parlons ici au Bénin, nous voyons que ce n'est pas chose effective, invité. Puisque quand nous parlons des maires, vous êtes des élus. Les gens ont voté pour les maires ainsi que les conseillers. Et pourquoi déjà le préfet qui coiffe les maires, c'est pas suffisant?
Et on prend encore les SE pour contrôler encore les mairies. Nous ne sommes pas, nous citoyens béninois, nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons vous entendre sur le sujet. Ça, c'est les vraies questions que la population attend. Puisque vous avez des centaines et des centaines de maires qui ont frôlé la terre béninoise, est-ce que ça se passe comme ça chez eux? La décentralisation nous posait beaucoup de problèmes sur les antennes de Radio Cotonou et d'autres chaînes de radio, mais nous ne sommes pas écoutés. Et les maires ont démissionné. Parce qu'ils sont contrôlés, c'est ce que nous constatons. Si vous n'avez pas la main libre, dites-nous-le sur les antennes ce matin pour que, quand nous vous invitons à remblayer tel coin de rue, il y a un problème d'eau par-ci par-là, les écoles qui sont inondées où les maires ont démissionné, c'est parce que vous êtes sur le contrôle des SE et de la préfecture. D'accord. Décentralisation, nous voulons que les maires ont leur pouvoir. C'est ça. Parce que quand vous allez à New York, vous avez cité le Marseille que j'ai visité plusieurs fois, les maires sont libres de gérer. C'est-à-dire quand le président décide de faire quelque chose dans la ville, doit consulter immédiatement le maire. Si le maire n'est pas d'accord, le président ne peut rien faire. Alors que chez nous, ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez encore le contrôle réellement de vos compétences? Il y a problème. Donc vraiment, si c'est comme ça là, donc nous allons croiser les bras prochainement et ne plus aller voter parce que nous votons pour les maires, pour que les maires puissent exercer leur boulot et donc avoir le contrôle de l'État central. D'accord. Merci, c'est ma seule préoccupation de ce matin. Merci beaucoup à vous. Oui, nous avons un maire au studio avec nous. Il aura le temps de vous répondre comme cela se doit. On va espérer d'autres intervenants pour poursuivre donc cette émission. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 et le 50 52 52 73. Bonjour. Et bonjour, Benjamin Narou. À qui avons l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Première question, moi je vais vous poser une question d'abord que toutes les maires qui sont venus, c'est un seul maire que vous avez pêché pour amener dans vos studios. Parce que moi, il y a des maires de Calavi, les maires de Ouida, les maires de partout qui doivent venir, on doit poser des questions. Bandé, c'est pas une ville du Bénin? Lui, c'est un maire du Bénin, mais il est à Calavi, non. D'accord. Donc, vous voulez que tous les maires défilent. Ok, j'ai compris votre préoccupation. Allez-y sur la deuxième. Deuxième sujet. Le monsieur qui est là, qu'il a commis, parce que lui n'est pas maire, il a commis, il a dit, nous a dit, on a écouté. Est-ce que eux-mêmes, après toutes ces réunions qu'ils ont fait, après toutes ces réunions qu'ils ont fait maintenant, il peut appeler les maires pour pouvoir faire des réunions, pour savoir, pour dire, maintenant là, il faut voir les choses qui sont venus nous. On a parlé du tout là. Développement de notre pays, comment on peut faire pour évoluer? Lui, avec le maire de Kono, il peut faire une réunion pour pouvoir cesser le développement de notre Bénin. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va espérer un autre intervenant pour poursuivre cette émission, certainement. Oui, le maire de Bantais. Je vous vois sourire. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Naomo. À qui avons l'honneur? C'est M. Adjati Djebazi, je vous appelle depuis l'arrondissement de Tango-Djevi. D'accord, nous vous écoutons. Bien, je salue votre invité. D'accord. Et je salue le maire qui est en face de vous. D'accord. C'est parce que nous, les Béninois, aujourd'hui, on veut avoir tout. Alors ça ne va pas se passer comme ça. Vous voyez? Donc le maire qui est là aujourd'hui, il est maire béninois, il est béninois lui-même, il est maire du Bénin. Donc tout le travail qu'ils sont en train de faire, moi je les remercie. Ce que moi je voudrais dire aux populations, c'est quoi? Les maires d'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de niveau. Les maires d'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas de niveau. Donc c'est pour cela que vraiment il est obligé de placer le secrétaire exécutif. Parce qu'il y a des illettrés qui sont maires aujourd'hui. C'est parce que c'est la base politique, tout le monde veut être maire. C'est ça qui fait qu'ils sont obligés de faire ça comme ça. Moi, je suis très d'accord. Ce que je voudrais conseiller à tous les Béninois, c'est quoi? De patienter pour surveiller la politique du Talon. Parce que bientôt, Talon va finir son mandat. Donc, ce qu'il a fait ici, maintenant, on a tout vu. Les mairies, c'est la place politique, les maires, c'est la place politique qu'ils sont.
Donc, il ne faut pas trop s'énerver pour dire que bon, le maire ne fait rien, ne fait ci, ne fait ça. Si ça marche, on va dire que c'est le gouvernement. Si ça ne va pas, on va dire que c'est le gouvernement. Donc, moi, j'ai supporté quand même son action, l'action du chef de l'État. Ok. Ouais. Donc, les maires qui sont là aujourd'hui, moi, je leur dis de faire le travail qu'on va voir. On amène l'argent à la mairie, ils ont tout bouffé. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Ils ont bouffé l'argent, ils ne veulent pas travailler pour... On a vu beaucoup. Je vous ai dit la fois dernière, de tous les 60 jusqu'à ce jour, moi, je lui ai dit beaucoup de choses. Sincèrement, c'est pas possible. Donc, je suis d'accord avec le gouvernement qui est en place. D'accord. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, chacun a son avis sur la question. On a encore peut-être 1 ou 2 minutes pour prendre encore un autre intervenant. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Naouma. À qui avons l'honneur? On m'appelle Jean Akindoko, je vous appelle de Vossa. D'accord, nous vous écoutons. Ok, j'ai une préoccupation concernant, et ça concerne beaucoup plus en tout cas, le coordonnateur bien responsable qui est là. Le directeur du plaidoyer. Voilà, vous avez signé beaucoup d'accords. Nous remarquons chaque année qu'il y a un problème de crue au niveau du Bénin. Ce n'est pas seulement le Bénin seul. Maintenant, dans les autres communes, si ça se passe là, ils gèrent ça comment? Il faudrait faire de ça que la population a beaucoup plus besoin. Vous avez eu près de 200 mairies qui sont venues à Cotonou. Problème de crise qu'ils ont dans leur pays là, ils ont su gérer ça comment? Parce que chaque année, nous avons des problèmes. Et les cultivateurs et les populations, nous avons tous ce problème-là. Actuellement, est-ce qu'ils ont pu créer des partenariats ou bien aller faire des recherches à leur endroit pour voir comment ils le font là, pour pouvoir l'incanter chez nous, au Bénin, ou bien pour ne pas dire à Cotonou. Parce que ce problème-là est récurrent. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à vous. On va espérer le tout dernier intervenant avant de revenir au studio pour essayer donc de répondre à nos auditeurs. Il y a quelqu'un en ligne? Pas encore. Donc le numéro c'est le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Il n'y a personne. Je crois qu'on va revenir au studio pour pouvoir avoir le temps qu'il faut pour répondre aux questions. Merci à Blaise Sakla qui est pour nous permettre d'avoir les auditeurs au téléphone. Paul Chaudaton, on commence par lui qui parle de décentralisation, des préfets et des SE. Les maires ne sont pas libres. Monsieur le maire, dites-nous votre avis sur les réformes, parce que c'est la réforme qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Il paraît que vous êtes piégé là par les SE. Est-ce que c'est le cas à Bananté? Je remercie l'auditeur qui a évoqué la préoccupation. C'est vrai, lorsqu'on évoque la question de la réforme de l'administration territoriale, toute réforme, a priori, vous savez, ça bouscule les habitudes et aussi des intérêts. Mais dans la logique d'implémentation de la réforme, on pourrait dire que exactement ce que lorsqu'on reste à l'écart de façon superficielle, on pourrait tenter de dire exactement ce qu'il a dit. Qu'on a tout retiré au maire. Voilà, mais je pense que non, dans la pratique, dites-nous concrètement. C'est franc parler. La réforme, effectivement, consacre la séparation des pouvoirs, la séparation du pouvoir politique, des fonctions du moins, la séparation de la fonction politique de la fonction administrative. Et avec à la clé l'institutionnalisation de nouveaux organes, en l'occurrence le conseil de supervision, qui est toujours présidé par le maire. Et c'est au niveau de cet organe que se définissent les orientations de développement au niveau local. Tout ce qu'il y a à faire, les orientations, tout ce qu'il faut faire dans la commune pour impulser le développement est toujours détenu par l'élu. Et je pense que pour moi, c'est ce qui est fondamental. Et donc, le SE ou la ASE n'a pas les orientations en main. C'est ce qu'on lui dit de faire qu'il fait. Et donc, il est un exécutant, il est un instrument technique qu'on a donné au maire. Il y a un auditeur qui est revenu pour dire mais tous les maires ne sont pas suffisamment instruits. Bon, ce n'est pas insulter le maire. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes compétences. Pour développer, on a besoin de compétences transversales.
On a besoin d'un planificateur, on a besoin de quelqu'un quand même au niveau des finances, on a besoin de ci ou de ça. Des compétences, effectivement, que le maire n'est pas censé avoir. Et donc, dans la logique de donner plus de célérité à l'action communale... C'est comme le maire dit, c'est adopté en conseil des ministres, voilà. En conseil communal plutôt, qu'il faut peut-être réaliser un puits. Oui. Mais après on dit, est-ce que nous on veut un puits? Oui. Suis la procédure pour nous faire un puits. C'est tout. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est vrai, il y a des... Vous savez, le maire... qui est tout puissant, effectivement, il y a des habitudes qui sont... Qui peut choisir l'entreprise. Mais je pense que Avant, le maire choisit l'entreprise. Bon, peut-être... même les sous à virer à l'entreprise, on vit ça d'abord sur le compte du maire. C'est le maire qui fait le backup après. Bon. Ce sont les anciennes pratiques. qui ne sont pas forcément bénéfiques pour le pays. Pour le pays et pour les communes. Courageusement, il va falloir... Il faut faire l'expérience. Il faut faire l'expérience. DSE pour voir ce que ça va donner. On aura le temps d'évaluer. Et je pense que... Par rapport à la réforme, je crois que ce n'est pas tout à fait juste de dire que le secrétaire exécutif contrôle le maire. C'est pas du tout ça. Le maire demeure la première autorité politique et administrative de la commune, au terme de la loi. D'accord. Et donc, rien n'a changé de ce côté-là. Il a dit, c'est l'équipe politique qui donne les orientations. Lorsqu'on parle, par exemple, du budget de la commune, on dit que le SE est en charge de la gestion financière, mais c'est quelqu'un qui lui donne le budget. Donc il y a les débats d'orientation budgétaire, c'est le maire qui préside cela. Donc le maire demeure un vrai capitaine politique et administratif aux manœuvres de la commune. Alors, l'esprit de la réforme, je crois qu'il est bien. Comme l'a dit M. le maire, c'est pour séparer les fonctions administratives des fonctions politiques, parce que dans le passé, avant la réforme, effectivement, beaucoup de maires étaient otages d'un certain nombre de problèmes, de difficultés. Parce que, étant à la fois l'organe exécutif et le président du conseil communal, il avait beaucoup de choses à gérer. À des moments donnés, les conseillers se mettent ensemble pour... disons, lui créer des difficultés dans sa gestion. Il y a eu beaucoup de tentatives de destitution. Depuis la réforme, on n'en entend plus parler pratiquement. Et donc, cette réforme vient soulager, dans une certaine mesure, le maire. Par exemple, les questions liées à la gestion foncière, le maire n'a plus une responsabilité substantielle, même s'il a un droit de regard général sur tout le processus. Donc, à Bouin-Calavi tout près, il y a eu beaucoup d'élus qui ont fait l'expérience, disons, de la prison à cause de la gestion foncière. Donc, il y a tous ces éléments qui ont amené le législateur, et bien sûr sur l'initiative du gouvernement, à repenser un peu notre modèle de décentralisation. C'est pas mauvais. Le contenu, c'est bon. Maintenant, c'est la forme qui pose problème. La mise en œuvre de tout ceci. Donc, après quelques années, on va... Il y aura un temps d'adaptation, forcément. Exactement. Maintenant, lorsqu'on dit que le maire n'a aucun niveau et tout... bon, ce n'est pas la faute des maires qui sont aujourd'hui à la tête c'est le cadre légal actuel qui dit que... Il n'y a pas d'exigence de niveau. Il faut savoir lire et écrire. Et l'ANCB avait pris en charge cette question dans le temps, un peu en précurseur avant l'avènement de la réforme. On a estimé qu'il fallait relever un peu le niveau. Mais les députés qui étaient nos principaux interlocuteurs institutionnels dans ce processus ont estimé que c'est violer la Constitution que d'introduire une clause comme ça. Et lorsqu'on regarde un peu, disons, l'éventail de maires que nous avons, il y a beaucoup de qualité dedans. Celui qui est dans le studio avec nous aujourd'hui a un certain parcours, un niveau. Il y a beaucoup de maires qui sont des professionnels, même des experts dans leur domaine, qui sont à la tête des communes. Et parce que moi j'ai la chance de les rencontrer tout le temps, lorsque vous les voyez dans les réunions en train d'opiner, en train de développer sur un certain nombre de questions, vous êtes fiers d'avoir des maires qui ont quelque chose dans la tête. Donc tout n'est pas pourri, excusez de cette expression-là. Ok. Merci beaucoup. On nous a dit, on nous a fait le procès d'inviter que le maire de Bantais au studio. On réclame donc le maire de Calavi et autres parce que certainement ils ont des préoccupations à adresser à ces maires-là. Mais parlons quand même d'un sujet. Le dernier intervenant à Tinoko qui a parlé que des accords qui ont été signés, mais il y a un problème que nous vivons dans notre pays. Est-ce que vous connaissez les crues chez vous aussi?
La montée des eaux et autres. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, est-ce que dans les accords, je pense qu'il faut lui répondre, hein, est-ce que dans les accords, est-ce qu'on a pensé à cette problématique-là, par exemple? Je peux peut-être dresser un parallèle avec la gestion nationale. C'est ça. Vous savez, pour le premier quinquennat du chef de l'État, on a mis 3 ans pour réaliser des études, pour baliser le terrain. Et quand ça a démarré, vous avez vu que c'est un trompe que ça a démarré. Je crois que ça va être la même chose pour la ville de Cotonou, qui a signé beaucoup d'accords. L'équipe est en place depuis 3 ans. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se mènent en sous-train pour vraiment préparer le terrain. Quand ça va démarrer, vous voyez le contenu de tous ces accords. J'ai essayé de décliner un peu. Les domaines, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'environnement, le sport, là, la culture, tout ça là. Donc, c'est des domaines par excellence qui relèvent de la compétence de la commune selon les textes de loi en vigueur. Et donc, les accords viennent d'être signés. Il y aura une organisation qui sera mise en place au niveau de la mairie. Il y aura des visites d'échange. Quelqu'un l'a dit, mais est-ce qu'on est allé voir comment ça se passe chez les autres? Il y aura certainement des visites d'échange qui seront organisées. Et on va importer ces savoir-faire-là qu'on viendra appliquer. Et donc, il faut que les populations soient vraiment impatientes. Pour le cas de Cotonou, Cotonou, c'est une grande ville. Vous voyez, pour ceux qui ont l'occasion de se rendre à Abidjan en saison pluvieuse, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Et Cotonou, et Abidjan aujourd'hui est cité parmi les grandes villes, notamment en Afrique de l'Ouest. Et donc, les grandes villes, les capitales, les métropoles ont des problèmes qui dépassent à des moments donnés les moyens et les savoir-faire des acteurs de la ville. Donc, il faut être patient pour que des partenariats soient tissés, pour que des mécanismes soient mis en place, pour que la recherche des financements nécessaires soit opérée. Vous savez, depuis 20 ans, il y a eu beaucoup n'est-ce pas, d'équipes municipales, à la tête de la ville de Cotonou. Vous avez vu les progrès qui ont été réalisés. Actuellement, nous avons une autre dynamique à la tête avant, on n'entendait pas autant parler de la ville de Cotonou. Et donc, c'est déjà un gain, une crédibilité, une légitimité dont bénéficient les autorités actuelles. Et on espère que dans les années à venir, que la concrétisation, la matérialité de ces engagements politiques, de ces accords qui sont signés là, qu'on puisse remarquer cela sur le terrain. Sur le terrain, voilà. Donc, il n'y a pas péril à la demeure, il faut continuer à espérer il faut espérer. Et surtout soutenir les autorités, parce que, en fait, ça me permet de réagir rapidement par rapport à la part des citoyens dans le développement local. Il ne suffit pas de choisir des élus pour dire, bon, on vous a choisi, vous nous représentez, alors faites le job. Non. Il ne vient même pas en conseil, alors qu'on a dit que c'est ouvert. Voilà. Exactement, la loi l'a dit. Même s'ils ne peuvent pas intervenir, la loi les autorise à se rendre, n'est-ce pas, et à suivre les débats. À suivre les débats. Et ils ont quand même, n'est-ce pas, la possibilité de faire passer, n'est-ce pas, des propositions à travers les élus, qui sont des acteurs mandatés pour les défendre. Et je voudrais préciser qu'aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir une bonne expérience en matière d'implication des populations dans le processus d'élaboration des documents de planification. Ça se fait. Dans la plupart des communes, pour élaborer le PDC, par exemple, il y a des ateliers qui sont organisés au niveau le plan de développement communal. Oui. Et donc, il y a des ateliers qui sont organisés au niveau des villages pour collecter les besoins. Et là, ça remonte après au niveau des arrondissements, on synthétise, on filtre, et au niveau communal maintenant pour en faire un document. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la boussole de la commune, c'est la feuille de route, mais comment on mobilise les ressources pour financer ce plan-là? Là, la partition des citoyens est requise. Et après, lorsqu'on mobilise les ressources, comment on suit, n'est-ce pas, l'utilisation de ces ressources-là? Comment on suit le respect des délais dans la mise en place des infrastructures? Tout ça là appelle, n'est-ce pas, la contribution, la présence, la participation des citoyens. Et donc, si votre ville doit rayonner, ça dépend de vous. Ce n'est pas le seul fait des autorités communales qui essayent de faire ce qu'elles peuvent. Mais le reste, bon, c'est des défis énormes. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites par exemple par rapport à la participation citoyenne? Est-ce que vous impliquez vraiment les populations dans tout ce que vous faites au niveau de Banté? Je reviens un peu sur la question avant de... Oui. La préoccupation de l'auditeur est quand même à saluer. C'est ça.
du fait d'appeler, de contribuer, c'est déjà gage de l'engagement des populations à l'action publique détenue par les acteurs politiques. Alors, et quand il parle des accords et de la montée, comment on appelle, des eaux, les crues et autres, je pense que les accords qui sont signés, je l'ai dit tantôt, il y aura, on va fouetter les 4 niveaux de la NCBI pour voir en fonction des spécificités de chaque commune comment essayer donc de mettre telle commune sur tel accord. Je pense que quand on veut régler la question de la montée des eaux, il ne suffit pas d'aller juste comment on appelle, réaliser des trucs là, comment on appelle, creuser une fosse ou bien réaliser faire des ponts et autres, mais c'est une question liée au changement climatique. Est-ce que les accords qui sont signés intègrent le volet changement climatique, nous permet d'aller vers la promotion des villes ou des communautés, de faire du reboisement, de doter les communes, par exemple, qui n'ont pas un schéma d'aménagement ou bien qui n'ont pas les outils de planification qu'il faut pour essayer, par exemple, les villes qui n'ont pas un schéma d'aménagement digne du nom. Parce que c'est aussi ça. Le développement, ça se planifie. Donc, pour régler cette question, il faut avoir un certain nombre d'outils, il faut avoir un certain nombre de compétences. Est-ce que ces accords nous permettent d'avoir ces outils, de mettre en place des projets structurants qui nous permettent quand même de donner un peu, de régler la question du changement climatique pour qu'enfin ces zones ne soient plus obligées de monter. Vous voyez, donc c'est tout un paquet d'interventions, c'est une suite logique. Et donc, au cas par cas, avec la NCB, je pense que tout ce qui a été signé là doit pouvoir quand même prendre en compte ce qu'il évoque comme préoccupation. Alors, pour revenir à la question d'implication, aujourd'hui, la décentralisation, dans son essence, c'est l'outil par excellence de la promotion de la démocratie au niveau local. Et quand on dit démocratie, c'est d'abord la participation citoyenne, c'est l'implication. Et comme il vient de le dire, les outils de planification, le budget, tout ce qu'on fait, je pense que c'est en lien avec les populations. D'abord, du fait de l'implication des organes infracommunaux. Quand on parle des organes infracommunaux, le conseil d'arrondissement, il y a un certain nombre d'acteurs qui viennent, les CV et autres, les membres de la société civile au niveau local. Et ils ont des préoccupations qu'ils envoient et on en tient compte. Il y a des interpellations qui se font sur des questions qui relèvent de tel ou tel acteur, s'il y a des propositions. Donc, on le fait bien. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Et aucune œuvre humaine ne l'est d'ailleurs. Et on essaie quand même de faire ce qu'on peut faire au regard donc, de l'encadrement juridique, au regard de l'esprit des textes et des lois. On essaie d'impliquer les acteurs. Avant de poursuivre, j'ai reçu donc un message ici en termes de questions qui dit, M. Agoliabo Tonampon, qui dit, est-ce que les conclusions des récents rapports des colloques là, dans le cadre de la IMF, est-ce que ça s'est évalué je reformule la question pour faciliter la compréhension. Est-ce que c'est évalué en se basant sur les accords interactifs entre les villes et la NCB de l'Assemblée générale, qui fait partie des activités du Congrès. Et à cette occasion... Je savais qu'on allait finir par là. Voilà, à cette occasion, il y a les documents de planification et de gestion de l'AIMF qui sont passés en revue, notamment le rapport d'activité qui concentre, n'est-ce pas, toutes les actions menées, les projets mis en œuvre, et évidemment le rapport de l'AG passé, le précédent qui est présenté. Est-ce que ça a été adopté? Oui, forcément. C'est une question statutaire, c'est des étapes obligatoires. Et donc, et puis, il y a des groupes de travail qui sont créés au sein de l'AIMF qui prennent en charge les différentes thématiques retenues par l'AIMF. Et le rapport du Congrès, disons, les détails de ce rapport-là sont étudiés au sein de ces commissions-là. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne vient pas prendre des engagements et on attend un an peut-être pour évaluer. Déjà, à travers les commissions, on essaye, n'est-ce pas, de discuter des questions retenues, on apporte les solutions et les villes membres sont informées en temps réel. Alors, dites-nous,
un tant soit peu essayer de brosser un peu pour nous donner ce qui est essentiel à retenir en termes de recommandations à l'issue de l'Assemblée générale. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a eu des déclarations. Ça, ce n'est pas des recommandations telles que nous les formulons au sein des séminaires, des ateliers que nous organisons. Il y a eu 2 déclarations. La première, c'est la déclaration de Cotonou. J'en ai parlé assez rapidement, qui a été lue par le maire de la commune de Parakou, qui est membre du bureau national de l'ANCB. Et donc, cette déclaration a rappelé un certain nombre de choses, un certain nombre de problèmes auxquels les villes sont confrontées, les crises, les problèmes, les manques de financement, toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les villes en ce moment, et surtout la nécessité de ramener ou de donner corps à la diplomatie des villes. J'ai été un peu insistant là-dessus. On a constaté un certain échec, c'est peut-être exagéré de le dire, de la coopération à la tête des pays. Et qu'il faut maintenant responsabiliser davantage les villes. La déclaration de Cotonou a insisté là-dessus. Il y a trop de problèmes que l'action nationale ne peut pas, le gouvernement central ne peut pas prendre en charge avec succès. Et donc il faut passer par les villes, encore qu'il y a des spécificités dans les difficultés que les populations rencontrent. Et donc il faut responsabiliser les villes, il faut, n'est-ce pas, une synergie entre les villes pour aller mobiliser les moyens qu'il faut pour résoudre leurs problèmes communs. Donc c'est essentiellement ça. Deuxième déclaration, c'est la déclaration des maires du Sahel. Et quand je parle du Sahel, c'est beaucoup plus les pays qui sont en difficulté en ce moment, à savoir le Niger, le Burkina Faso et bien entendu le Mali. Et cette déclaration a été lue par Madame Mamouta Ouedraogo, qui est vice-présidente de la délégation spéciale de Ouagadougou. Et donc, cette déclaration comporte, n'est-ce pas, la synthèse des problèmes auxquels ces pays sont confrontés. Il y a le terrorisme, il y a l'assèchement des vannes de financement, il y a diverses crises. Les changements climatiques. Les changements climatiques surtout. Merci de rappeler cela. Et donc, face à ces difficultés, à ces limitations, comment on se projette? Et avec l'aide de qui? C'est en substance là. Donc, c'est un appel lancé au monde entier, et notamment à ceux qui détiennent la manne financière, pour qu'on vienne à leur rescousse, histoire de régler définitivement et durablement ces problèmes-là. D'accord. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Je vais donner d'abord la parole au maire pour nous donner son mot de fin. Je remercie tous les auditeurs de Radio Cotonou. Je peux vous dire que, tel que je l'avais dit à l'entame de mes propos, nous avons participé à une assemblée générale qui nous a permis de passer en revue les questions essentielles, notamment sur ce qu'on peut faire pour essayer d'impulser le développement local à travers les arts, la culture, ce que notre patrimoine culturel. Et ça, c'est quelque chose de formidable avec les opportunités que nous avons, les changements de contact que nous avons eus. Je pense que dans les mois, années à venir, chacune des communes ayant participé, en tout cas à cette assemblée, en tout cas, je parle de ce qui est de la commune de Banté, on doit pouvoir quand même expérimenter quelque chose de formidable. Donc ce n'est pas une perte de temps. Nous remercions d'ailleurs le gouvernement et l'ANCB à travers son président et tous les cadres techniques de l'ANCB pour tout ce qui a été fait pour nous permettre de participer. Donc en 2026, on peut faire un bilan avec vous? Ah oui, pourquoi pas. Pour nous parler de comment la ville de Banté a évolué sous votre gouvernance. Pourquoi pas. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous pour votre passage sur Radio Cotonou. Je donne la parole à présent à M. Stanislas Runkani pour son mot de fin. Sur le mot de la fin, je voudrais donner quelques petites informations qui complètent en fait le bilan qu'on a fait jusque-là du congrès. Allez-y. Je peux même vous donner encore 2 minutes. D'accord. Au-delà de l'utile, il y a eu de l'agréable quand même. Il y a eu 2 dîners offerts respectivement par
Madame le maire de Paris et Monsieur le maire de la ville de Cotonou. Donc c'était vraiment des moments de réjouissance qui ont permis de mettre en relief aussi, n'est-ce pas, les particularités du Bénin. Il y a eu de la musique, il y a eu de la bonne bouffe, il y a eu de la danse même. Effectivement. Vous voyez les images. Donc c'était vraiment intéressant. Autre chose, il y a eu le prix de la femme francophone. C'est un prix qui est décerné à chaque congrès, à l'occasion de chaque congrès de l'AIMF. Cette année, c'est Madame Mariam Djimé Ibet, et ancienne maire de N'Djamena. Et c'est elle qui a qualifié notre maire de bouffeur ou bien de dévoreur d'ordures. Exactement. Donc c'est des personnalités qui se sont illustrées d'une certaine façon dans l'action locale et qu'on distingue. Et souvent, c'est des femmes qui ont eu le courage, qui ont eu de l'innovation, n'est-ce pas, dans l'accompagnement des populations. Je voudrais aussi dire qu'on a parlé du sport comme thème important, n'est-ce pas, de ce congrès. Et l'une des illustrations de cela, c'est l'initiative Tout Cotonou Marche, qui a été intégrée à l'agenda, n'est-ce pas, du congrès. Et la particularité, c'est qu'il y a eu beaucoup de congressistes qui se sont joints à l'initiative, qui ont marché avec nous dans la ville de Cotonou. C'était vraiment intéressant. Et voilà, donc je voudrais quand même dire que Cotonou a eu le mérite, n'est-ce pas, de réussir ce congrès. Et c'est grâce surtout au leadership du maire de la ville de Cotonou, qui a tout donné, au prix même de sa santé, pour que l'initiative puisse marcher. Et également l'équipe de l'AIMF qui était à côté, Pierre Baillet par exemple, qui est le secrétaire permanent de l'AIMF, qui était présent à toutes les rencontres. Et donc lui aussi, il était motivé par l'engagement du maire de Cotonou et a décidé de l'accompagner. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est très proche du maire de Cotonou, qui ne refuse rien à ce maire-là, parce qu'il sent que c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour porter plus haut, n'est-ce pas, le mouvement municipal international et de façon particulière le mouvement municipal francophone. D'accord. Voilà. Votre mot de fin? Mais c'est un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de partager ce plateau avec le maire de Banté, qui fait partie qui a promis nous inviter à Banté. Oui, et il va le faire, parce que lorsqu'il prend des engagements, il tient, on a voyagé ensemble dans beaucoup de pays, dans le cadre de la décentralisation. Il sait, disons, comment il représente notre pays. C'est beaucoup de fierté. Il y a des maires comme ça qui font la fierté du Bénin à l'extérieur. Et le souhait, c'est que, bon, c'est des communes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Banté n'a pas beaucoup de moyens. Donc, il faut que le cadre institutionnel, le cadre légal puisse leur ouvrir, n'est-ce pas, toutes les fenêtres qu'il faut pour, disons, accroître significativement les ressources nécessaires à la mise en place des investissements. Ok. Prochain congrès de l'AIMF, c'est quel pays déjà? Je crois que c'est la Suisse. La Suisse, et ça va être en 2024. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, Monsieur Comlan Fagbemon. Vous êtes maire de Banté. Vous avez accepté donc de participer à cette émission avec nous, en compagnie de Stanislas, qui est le directeur du plaidoyer à l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin. À nouveau, merci à vous pour votre disponibilité et à venir sur Franc Parler de Radio Cotonou pour dire un peu ce que vous avez retenu du congrès de l'AIMF à Cotonou. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous également pour votre écoute et votre participation. Était à la mise en onde Blaise Sakla, au micro pour la présentation Honoré Naoum, sans oublier Job Chipé qui a capté les images pour nous. Mesdames et messieurs, restez câblés. Bonne journée dominicale à vous. Franc Parler